Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Deuxième dossier du jour avec Serge Kadima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mathieu. C'est la continuité. La paix dans la région dépend de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous avez suivi les discours du chef de l'État et Joseph Kabila, d'ailleurs précédé par le président sud-africain dans les mini-sommets et la présidente de la Commission de l'Union africaine qui ont dit que la RDC respecte déjà sa part. La RDC respecte l'accord d'Addis Abeba. Quant aux autres signataires, de respecter et de faire de même. Première question, comment vous avez apprécié ces discours? Je pense que tous les Congolais doivent apprécier ces discours qui est sans équivoque. Parce que dans la mesure où, vous savez, le respect d'un accord, c'est lorsque les partis signataires sont obligés de respecter ce qui leur sont assignés dans ces accords. Alors, j'ai dit que pour ce qui nous concerne, la RDC, le président de la République l'a bien dit, qu'il a cette volonté manifeste de vouloir exécuter les cahiers des charges en ce qui concerne les résolutions de l'accord cadre du 24 février 2013, en mettant en place les mécanismes nationaux de suivi du cadre, et puis accélérer la réforme de la police, de l'armée, accélérer l'a mis en place le nouveau bureau de la CENI, avec de nouveaux animateurs, avec un nouveau calendrier. Donc je pense que d'autre part, d'autres signataires du cadre devraient aussi respecter leurs engagements. Alors, on sent qu'il y a une volonté au niveau interne de faire marcher toutes les recommandations nationales. Est-ce la raison pour laquelle il y a eu la tenue des concertations nationales? Oui, bon, la tenue de concertation nationale, c'est aussi parmi les préoccupations qui ont été soulevées. C'est-à-dire que cela aussi s'inscrit dans les cadres de la liste du cahier de charges qui a été adressé au niveau de cet accord. Alors, parmi les choses que le chef de l'État est en train de démontrer sur terrain qu'il a la volonté manifeste de vouloir se conformer à l'esprit de cet accord cadre. C'était aussi la tenue de concertation nationale qui sont d'ailleurs saluées par tout le monde. Alors, à jour J-2, quelle lecture vous faites de ces travaux? Une parenthèse avant de revenir dans le discours du chef de l'État. Est-ce que ça a avancé dans les états-majors, dans les groupes thématiques? Mon discours par rapport au jour J-2 se repose en fait sur l'attitude des uns des autres, sur l'attitude de concertateurs de la majorité présidentielle, des concertateurs de l'opposition ainsi que de la société civile. Dès lors que nous pouvons lire facilement la maturité dans les chefs de tous les participants aux concertations, on s'est dit que les résolutions de ces concertations seront conformes à l'esprit de l'ordonnance du chef de l'État qui convoquait ces forums, c'est-à-dire consolider la cohésion nationale et réfléchir dans toute liberté pour accélérer le développement dans la paix. Ah voilà. Alors, il y a une actualité, c'est vraiment l'actualité concernant les concertations. Il y a un journal qui a publié, Africa News a eu accès à un document qui évoque un pacte républicain entre la majorité et les courants de l'opposition à l'issue des concertations. Un exécutif d'exception. Est-ce qu'on pourrait parler d'un futur gouvernement d'union nationale? Je pense qu'il y a des voies officielles pour communiquer les résolutions de ces concertations. Moi, je considère que ce qui s'écrit dans les journaux ou bien dans la rue relève de la simple rumeur. De la simple rumeur. Merci Serge Kadima. Alors, dans le discours du chef de l'État, autre aspect qu'il a abordé, la poursuite du calendrier et l'exécution du calendrier électoral en RDC. Est-ce que la RDC en a les moyens? À quelques jours, on peut dire quelques années, de la fin de ce deuxième mandat, la suite des élections, outre les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la RDC en a les moyens? Bon, vous savez, les moyens sont toujours mobilisés par les hommes. Alors, la RDC a des hommes capables de réfléchir, comme c'est le cas aux concertations nationales, pour réfléchir comment accélérer le développement. Le développement a des conséquences, c'est-à-dire que produire ces moyens-là. Je pense que la RDC, avec les résolutions de ces concertations, c'est-à-dire que et les gouvernements de la République et les nouvelles idées qui proviendront de résolutions consensuelles
de ces concertations, nous saurons organiser les élections. Les élections, ça c'est sans faute. Alors, on quitte cet aspect de niveau interne de ces discours. Allons un peu à un niveau sous-régional. Le monde, la planète après 2015, Joseph Kabila qui a remis la communauté internationale devant ses responsabilités. Sans paix, il n'y a aucun développement qui peut se concrétiser. C'est normal. Lorsqu'il n'y a pas les minimums de conditions de sécurité, il est difficile d'investir, il est difficile de parler du développement. C'est normal. Je pense que la paix permet aux investisseurs de venir. La paix permet même aux fils, aux nationaux aussi d'investir. Alors, dès lors qu'il y a incertitude par rapport aux conditions de sécurité, il est difficile de parler du développement, il est difficile de parler d'un décollage. Alors, c'est comme ça que le président de la République, conscient de cette réalité, a profité de la tribune des Nations Unies pour mettre tout le monde devant les responsabilités et tout le monde doit jouer les rôles qu'il leur assigné. Et vous êtes aussi d'avis que la communauté internationale pratiquerait cette politique à deux vitesses, pas des sanctions envers tous les membres signataires de cette charte de l'ONU? Bon, personnellement, je peux dire quelque part qu'il y a l'injustice. Parce que, vous savez, lorsqu'on prend des décisions, des mesures doivent frapper tout le monde. Alors maintenant, là, c'est bien, le chef de l'État l'a dit, c'est bien de critiquer, c'est bien de dire qu'il y a des gens qui ont violé des principes. Mais c'est plus meilleur de sanctionner les gens qui violent des principes dans le cadre des engagements pris. Alors, je pense que, modestement, la communauté internationale et tous les États membres doivent proposer des sanctions à l'égard des pays qui nous agressent aujourd'hui. Il est clair, il est établi, le président de la République l'a dit, les Rwanda, il y a l'Ouganda. Alors, il est important que, dès lors que ces pays-là font partie de cette formation universelle, alors il y a des sanctions qui sont reprises, connues. Ah, voilà. Donc, comme pour dire, la communauté internationale chouchouterait les Rwandais. Bon. Une passivité, une façon de laisser les Rwandais commettre des atrocités sur le sol congolais. Bon, je pense peut-être que, bon, vous savez, chaque structure a sa façon de procéder. Chaque structure a une façon de procéder. Je ne sais pas si, parce que vous savez, dernièrement, il y avait une structure de l'Organisation des Nations Unies qui avait établi les responsabilités du Rwanda. Alors, dernièrement, on a condamné directement le Rwanda par rapport à ces agressions. Je ne sais pas si, aujourd'hui, les Nations Unies sont en train de prendre des dispositions pour mettre le Rwanda devant ses responsabilités et que le Rwanda soit sanctionné. Mais alors, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette passivité, nous constatons qu'il y a l'injustice. Ah, il y a l'injustice. On prend un autre aspect, c'est quand la RDC serait ou est victime de son hospitalité. D'accord. Mais oui, mais parce que, vous savez, que ce soit les Rwandais ou bien l'Ouganda, les prétextes qu'ils ont, c'est par rapport à leurs ressortissants qui sont au Congo. Le peuple congolais a une hospitalité légendaire qui est d'ailleurs connue partout au monde. Par rapport au fait que nos populations de l'Est ont accueilli avec hospitalité leurs habitants au Congo. C'est comme ça que nous avons tous ces problèmes. C'est comme ça que nous disons, est-ce que ça a été une faute ou bien ça peut être une justification aujourd'hui pour que ces pays-là nous agressent. Alors, c'est-à-dire que nous sommes victimes de notre hospitalité. Sans la paix, aucun progrès n'est envisageable. Est-ce qu'on peut dire, c'est une question qui me vient, l'ONU avec ses objectifs d'ici 2015, l'ONU elle-même n'a pas été ou ne sera pas au rendez-vous de 2015? Non, bon, vous savez, deux poids, deux mesures. On ne peut pas demander à des organisations, une organisation qui est en difficulté et une autre organisation qui n'est pas en difficulté, de faire l'évaluation et d'arriver au même résultat. La RDC aujourd'hui est en difficulté. L'objectif, sinon la priorité pour nous aujourd'hui, c'est d'abord de retrouver la paix. On peut parler de l'objectif des millénaires, on peut parler de l'objectif après 2015. Mais nous avons un problème aujourd'hui qui se pose, c'est celui qui est en rapport avec le cycle de violence à l'Est qu'on doit mettre fin. Et nous avons aussi besoin de la contribution de l'ONU. Que l'ONU nous aide d'abord à résoudre les problèmes que nous avons à l'interne, à résoudre les problèmes que nous avons par rapport au cycle de violence, avant de parler d'autre chose. Ah voilà. On va revenir en masse, le discours du chef de l'État que nous sommes en train de suivre. On aimerait bien attendre ça et vous relancer. Mais je l'ai ici en texte. Alors, c'est la suite.
Sans la paix, aucun progrès n'est envisageable. Sans un minimum de sécurité des personnes et de leurs biens, tout développement est hypothétique. Cela est d'autant plus inacceptable lorsque la rupture de la paix est l'effet d'une agression extérieure. Ça fait plaisir à tout le monde. Il y a l'année passée, en 2012, on disait, le président n'a pas cité, il n'a pas indiqué que l'ennemi était les Rwandais. Cette fois-ci, c'est les satisfaits. Non, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là que le discours du chef de l'État a été apprécié par l'ensemble de la population. Moi, j'ai reçu les appels même des combattants, j'ai reçu l'appel de la diaspora qui était très content cette fois-ci que le président ait cité nommément le Rwanda et l'Ouganda. Alors, tout le monde était très content par rapport au fait que le président a cité les principaux agresseurs du pays. Ah voilà. Alors, quand le chef de l'État revient sur... il a commencé par féliciter les grandes organisations, dont l'Assemblée générale de l'ONU pour son élection. Il a rendu hommage au secrétaire général de l'ONU. Alors, ce n'est pas une politique pas à deux vitesses, pas du côté du chef de l'État congolais, mais pour les Nations Unies. Bien sûr, les Nations Unies sont là, mais en RDC, on dirait qu'il y a une absence d'exécution des missions de ces mêmes Nations Unies. Nous parlons de cette brigade spéciale qu'on ne sent pas vraiment être active dans la partie est de la RDC. C'est votre point de vue? Vous savez, c'est très compliqué de parler de la stratégie militaire. Vous savez, on ne peut pas parler de l'absence des Nations Unies. Là, vous donnez raison aux Nations Unies et à la brigade spéciale. Non, vous savez, les stratégies militaires, on n'associe pas tout le monde. Ce n'est pas moi ici de venir parler des stratégies militaires par rapport aux actions ou bien l'action que doit prendre la brigade d'intervention. Vous justifiez l'inaction des Nations Unies en RDC? Je ne justifie pas l'inaction de la mission des Nations Unies au Congo, mais plutôt, vous savez, la mission qui était assignée à cette organisation au Congo. Ils sont passés d'une étape à une autre. Alors maintenant, nous allons attendre au moment opportun évaluer la mission qu'on les a assignés. Parce qu'avant, ils avaient la mission d'observation, comme mission d'observation. Alors maintenant, qu'on les a demandé d'appuyer les forces armées congolaises, nous allons attendre parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de dérapage. Politique dénoncée par les chefs de l'État, pourtant, les Nations Unies ont tous les moyens de restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Est-ce qu'on peut commencer à avoir des doutes de restaurer définitivement la paix avec les Nations Unies? Est-ce que... J'ai suivi la conférence de presse du porte-parole de la mission des Nations Unies au Congo hier, qui donnait une position très claire. Ils ont donné un ultimatum au M23, ils ont demandé au M23 de déposer les armes. Et c'était ça aussi la position du gouvernement depuis longtemps. Et c'est aussi la position de mon parti, le PPRD. Et c'est ce qu'on déplore. Ça reste théorique. Non, combien de fois on a vu le 48 heures qui était donné aux environs de Goma, mais jusque-là sans effet. Non, on ne peut pas parler, il faut faire la part des choses. Par rapport, les effets sont évalués en fonction des objectifs, en fonction des assignations. Alors, maintenant, là, la volonté du gouvernement de la République, c'était que le M23 dépose les armes. La volonté du PPRD, c'est que le M23 dépose les armes. Alors, il y a des engagements qui ont été souscrits dans des engagements régionaux et internationaux aussi. Alors, par rapport à ces engagements-là, on ne peut pas aller brutalement. Alors, c'est comme ça que nous avons l'accord cadre. Et dans l'accord cadre, chaque partie a des obligations. C'est comme ça que nous sommes, de notre côté, le président de la République a mis en place un cadre, un mécanisme de suivi de nos engagements. Il est aussi important que le M23 aussi puisse aussi exécuter la feuille des routes par rapport au dit cadre. Alors, pour ce qui nous concerne, nous respectons. Mais par rapport à votre question, en rapport avec la mission des Nations Unies, j'ai suivi, ils étaient clairs. Ils ont demandé que les M23 déposent les armes. Alors, si les M23 ne déposent pas les armes, je pense que dans les jours qui viennent, je donnerai ma position, ou bien le gouvernement donnera sa position. Et mon parti aussi donnera la position. Alors, jusqu'à preuve du contraire, nous considérons que c'est un processus qui est en cours. Ou c'est cette volonté de la communauté internationale et du gouvernement de la RDC de rechercher la paix par la voie politique ou soit diplomatique? Vous savez, depuis 2001, date à laquelle le président de la République prenait ses fonctions, il avait parlé de trois choses. Il avait parlé de la paix, il avait parlé de la réunification du pays, il avait parlé du développement. Alors, le président de la République, depuis 2001, il a fait montre d'une sagesse légendaire. Il est resté très constant par rapport à la recherche de la paix. Et il a toujours dit dans son discours tout ce qu'il faut faire pour obtenir la paix,
Partout où on peut parler de la paix, je vais m'y rendre. Et c'est ce qu'il fait. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République fait montre de cette volonté manifeste de vouloir donner la paix qui est aujourd'hui une denrée spéciale pour les Congolais, surtout